Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres du Corniquet. Le club du Corniquet, c'est quoi? C'est 3 potes, un apéro et une idée. En fait, c'est de créer un club qui va se poser la question comment redynamiser la France par la base et en utilisant le biais de la rencontre, de la bonne table, de l'apéro, du partage. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour faire en sorte que les gens se voient en vrai, parce que c'est vrai qu'on est souvent devant notre écran ou dans notre voiture à écouter des gens qui donnent un regard sur le monde qui est réel et qui est injustement considéré comme complotiste. Et nous, ce qu'on essaye de faire à notre modeste échelle, c'est de se retrouver, apprendre à se connaître. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a organisé ce repas et on vous remercie vraiment, vraiment beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On voudrait remercier aussi Toxin qui diffuse aussi ce live et vraiment ça fait plaisir. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter nos 2 invités. Vous les connaissez, j'imagine. Le premier est journaliste indépendant, chroniqueur sur Toxin, fondateur de Putsch Live. C'est vraiment une lumière dans la nuit journalistique. Je vous demande d'applaudir Monsieur Nicolas Vidal, s'il vous plaît. Le second invité est réanimateur, fondateur de Réinfo Covid. C'est aussi un ami. Je vous demande d'applaudir Monsieur Louis Fouché, s'il vous plaît. Le grand et le petit. Alors, je voudrais juste, avant de donner la parole à nos invités, finir en vous disant que voilà, notre idée, c'est qu'on se retrouve justement tous ensemble. Et on vous donne déjà rendez-vous le 5 septembre pour le premier festival des Franchouillardes qui aura lieu pas loin d'ici, à la Villa Aureliane à Fréjus, où nous aurons le plaisir de mettre en valeur les artisans locaux. Et aussi, au menu, il y aura victuailles, musique, ateliers pour enfants et bien d'autres choses. Et voilà, merci beaucoup. Alors, Nicolas, Louis, bienvenue au club. Merci. Merci déjà d'avoir organisé ça. Vraiment, parce que c'est des initiatives citoyennes qui manquent énormément. Et je sais que tu as parlé de partage, de rassemblement. Je pense que ce soir, c'est une nouvelle fois une preuve qu'on peut se rassembler, qu'on peut être nombreux, qu'on peut faire un événement avec des places qui sont à un moment donné pleines. On ne peut plus accueillir de monde, donc tant mieux. Donc merci en tout cas au club de Corniquet de m'avoir contacté, d'avoir contacté Louis pour faire cette belle soirée et pouvoir être dans ce moment d'échange. Donc merci beaucoup, bien entendu, à vous pour votre initiative citoyenne, chers amis. Voilà. Alors, tu veux dire quelque chose, Louis? Bah oui. Oui. Tu es venu pour ça. La première chose, c'est que pour ceux du fond, si vous voulez vous lever, comme je suis très petit, moi je suis très tassé dans le fauteuil. Hein. Ouais. Et puis certaines personnes m'ont dit qu'elles étaient électrosensibles dans la salle et m'ont demandé à ce que je passe un message. Alors je le fais pour eux. Si jamais vous pouvez mettre en mode avion vos téléphones, ça leur permet d'avoir moins de brouillard dans la tête, moins de bruit dans les oreilles, moins de souffrance. Donc voilà, si vous avez envie de faire ça, c'est avec plaisir. Pour eux, merci. Et puis, bon, ça c'était les annonces techniques, hein, vous comprenez. Et puis, surtout, moi j'ai de la joie d'être ici avec vous, parce que vous avez vu qu'on upgrade, on gentrifie beaucoup nos réunions. Je vais vous raconter une histoire, mais très récemment, à Cholet, dans les Mauges, donc de l'autre côté par rapport à chez vous, les Antifas ont menacé les organisateurs de la réunion. Ensuite, les journaux locaux, Ouest France, etc., ont fait des articles en disant que c'était inadmissible de recevoir un gourou d'une secte anti-vax, complotiste d'extrême droite qui appelle à la violence, qui met tout ça, voilà, poutiniste et autres, et que donc il fallait absolument annuler la réunion. Puis ensuite, les gendarmes ont fait pression en disant, écoutez, vous devriez annuler la réunion parce que si vous le faites pas, le préfet va le faire parce qu'il y a quand même un risque de trouble à l'ordre public. Vous avez vu comme il y a un risque de trouble à l'ordre public, hein, enfin. À moins que vous soyez tous très éméchés à la fin de la soirée en sortant à Saint-Égulphe, mais en dehors de ça, non.
Et donc on a fini dans une écurie au fond de la campagne, à 500 personnes, il faisait très froid, c'était en plein hiver, et où la réunion s'est tenue quand même. Petit à petit, toutes ces réunions se tiennent quand même. La guerre, c'est long. Il va falloir tenir quand même. Il va falloir se réunir quand même. Il va falloir construire alors que tout s'effondre. Et vous voyez les vagues là, les unes après les autres, ont affaissé tous les châteaux de sable des enfants. Il va falloir recommencer et refaire le château de sable, systématiquement. Donc là, on n'a pas trop d'une soirée pour en parler. Mais je vais juste raconter un truc, parce que Miyuma s'est pas beaucoup présenté. Il y a eu le tonnerre d'applaudissements, finalement, n'était pas à la hauteur de l'éclair dans le ciel qu'il a été au sein de Réinfo Covid, parce que vous le voyez avec son pantalon feu de plancher, son air hyper à la mode et tout ça, avec sa petite casquette. Mais Miyuma a été coordinateur du groupe des artistes dans Réinfo Covid. Vous savez peut-être pas qu'il y a eu un groupe des artistes, parce que pour vous, Réinfo Covid était une production de synthèse scientifique. Mais dès le départ, nous avons dit, on peut essayer de comprendre avec la tête, les scientifiques, on n'y arrivera pas. Parce que c'est pas dans la tête que ça se passe, cette histoire. On peut essayer de comprendre avec les tripes, recevoir les témoignages des gens, aller voir le réel, aller faire ce que fait Toxin Live, aller voir ce que vivent les gens, pas le récit qui en est fait. Qu'est-ce que vivent les gens quand les vétérinaires débarquent sur l'exploitation pour buter les vaches, pour une maladie qui se guérit toute seule? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vécu réellement par un jeune homme qui vient de reprendre la ferme familiale, par une famille qui est en train de perdre l'ensemble de tout ce qu'elle vit? Très loin des bureaux parisiens, qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Ça a été le groupe témoignage. Et le groupe témoignage, par mail ou par téléphone, recevait les témoignages vécus par les gens. Encore aujourd'hui, quand on écoute les témoignages, ce que disait notre musicien, quand on écoute les témoignages de ce qu'ont vécu ces gens ces dernières années, c'est d'une violence extraordinaire. Alors évidemment, on oublie, on est dans le déni. Mais la violence de ce qu'on a vécu est proprement extraordinaire. Et il fallait recueillir ces témoignages. On comprend avec la tête, on comprend avec les tripes. Et qu'est-ce qui manque? Le plus important, le cœur. Le cœur, ce qui donne du courage. Et ça a été l'idée d'avoir des artistes dans Réinfo Covid, de dire que les artistes, par un morceau de musique, par une pièce de théâtre, par un slam, par parfois un poème, arrivent à capturer en un instant, comme une antenne 6G, que vous aurez bientôt, ne vous inquiétez pas, comme une antenne 6G, arrive à capturer l'essence de ce qui est en train de se vivre. Et nous, on va faire 50 CSI, mais au fond, un poème, une chanson d'Ingrid, une chanson de Miyuma, perçoivent mieux ce qui est en train de se passer. Et donc, les artistes ont eu leur place. Tu pourras peut-être en dire un mot si tu veux, mais on a fait des émissions qui s'appelaient Vivre l'art, et puis d'autres émissions encore, où on a présenté des œuvres picturales, on a fait des expositions d'œuvres picturales, on a parlé de l'art dégénéré, où les nazistes ont dit, voilà, l'art est dégénéré, on ne peut plus montrer ça, et où ça a été un tabac. Ça a été un succès énorme à ce moment-là à Berlin. Donc Miyuma a coordonné et a été avec nous dans les réunions tous les lundis soirs, les réunions de coordination de Réinfo Covid, par Zoom, et on a mis dans cet espace numérique virtuel déjà quelque chose de plus beau. Et là, on le matérialise, et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Louis. Et alors, ce soir, l'idée du débat, il y avait une question qu'on se posait. Évolution française. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, en ce moment, on est en train de constater que la France évolue dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la mondialisation, mais à une vitesse folle, une vitesse tellement rapide qu'on pourrait même la comparer au cerveau de Bruno Le Maire. Ouais, ça va vite, mettre à genoux, tout ça. Et en fait, on est d'accord sur le constat. C'est un constat rapide qui pourrait tenir en 3 mots. C'est le foutoir. Très bien. Mais quelles sont les perspectives? En fait, selon vous, Nicolas, je vais te donner la parole. Demain, ce sont les élections municipales, enfin le premier tour. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la solution ne serait pas locale, en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'investir localement, investir des lieux, aussi bien au niveau écologique que politique?
Alors, c'est une très bonne question. En tout cas, merci. J'ai oublié de vous remercier d'être là. Et bien sûr, Toxin diffuse en direct cette conférence. La question, elle est intéressante sur le plan local. Parce que la réalité, je vais immédiatement... Il y a des choses qui peuvent se faire au plan local. Bien entendu, en termes de solidarité, en termes d'entraide, des choses aussi qui peuvent éviter à beaucoup de gens de se noyer véritablement au local. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, et là, je m'en remets toujours à Jean Jaurès, c'est-à-dire que la nation est le dernier refuge du pauvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une société, nous devons faire confiance à la nation. Je ne parle pas aux gens qui nous gouvernent. Je parle de cette nation qui a toujours permis, à un moment donné, de pouvoir nous protéger, nous soigner. Louis connaît ça par cœur. Donc c'est toujours, pour moi, le localisme est une chose extrêmement intéressante, à titre individuel, quand nous sommes sur un territoire qui le permet aussi, qui le permet. Mais je continue de penser que la nation doit rester à un moment donné la seule boussole qui doit nous animer. Et à partir du moment où la nation a été finalement court-circuitée, bunkerisée par une oligarchie qui a pris les manettes de l'État, avec la Macronie, mais pas qu'avec la Macronie à l'intérieur, eh bien, on a une véritable problématique. Et c'est pour ça que la question de la nation est importante, parce que la nation, elle nous a permis à un moment donné de nous dresser, de nous divertir, surtout de nous soigner, de nous élever aussi. Il y avait l'éducation. Il faut quand même se rendre compte que l'école républicaine, c'est pas un vain mot. Dire moi, je suis d'origine italo-polonaise, je veux dire, sans l'école républicaine, sans la France, aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc, je dois beaucoup de choses à la nation. Mais à la nation, en tant qu'agent émancipateur, est quelque chose qui doit nous rassembler. À partir du moment où on a des gens qui nous dépossèdent, qui ont utilisé tous les armes de l'État, de la Constitution, qui l'ont finalement violée à bien des égards. Ça a commencé d'ailleurs en 2008, vous le savez, avec le fameux traité de Lisbonne. Il y a une volonté de la classe politique dans son ensemble, et j'insiste, dans son ensemble, à déposséder les Français de leur destin commun. Voilà. Et puis, il y a eu cette fameuse sécession des élites, où vous avez une paire de gens qui ont une caste, notamment, qui s'est saisie notamment de tous les appareils d'État, qui s'est saisie également de tous les qui ont vécu sous les ordres de l'État, notamment quand vous voyez Amélie de Montchagrin se retrouver première magistrate de la Cour des comptes, et que Macron est au premier rang, celui-là même qui l'a nommé, celle-là même qui va devoir donner un avis sur les comptes en banque, et elle a participé quand même au vidage de la caisse. C'est quand même assez savoureux, ou en Richard Ferrand qui se retrouve au Conseil constitutionnel. Donc nous avons eu depuis très longtemps, depuis 30 ans on va dire, après chacun le fait remonter là où il a envie, moi je pense que c'est 2008 véritablement qui a été l'acmé de la dépossession de l'État, c'est-à-dire le viol démocratique par essence finalement de la décision souveraine des Français de 2005, où les Français ont voté à 53% contre le traité ce fameux traité constitutionnel. 55. Ouais, 55, traité constitutionnel. Vous avez bien entendu à ce moment-là cette sécession des élites. Et la sécession des élites, elle se fait notamment, le coup de bambou, le boomerang. Et vous voyez comme quoi souvent on me dit, mais quand est-ce que ça va se passer? Vous avez ce 2005, donc les Français votent contre, le traité constitutionnel. 2008, je fais très vite. 2008, nos amis de droite et de gauche se retrouvent avec Nicolas Sarkozy, celui qui va demain en prison et qui a écrit un bouquin. Et d'ailleurs, c'est comme Al Capone, il n'a pas été enfermé pour les bonnes raisons, lui, mais bon, peu importe. Et en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, la caste politique, même on va dire médiatique, économique, se dit, là, les Français, on va absolument plus du tout écouter ce qu'ils ont à nous dire, nous allons nous mener le chemin qui nous semble le mieux, c'est l'Union européenne, c'est la mondialisation, c'est le fédéralisme, c'est cette façon de déposséder les Français. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2018? Les Gilets jaunes. Entre 2008 et 2018, alors je n'ai pas fait de grandes études de mathématiques, hein, mais entre 2008 et 2018, ça fait 10 ans. Voyez-vous? Et donc, c'est pour ça qu'un peuple, et le localisme, pour répondre à ta question et pour y revenir, j'essaye de voir finalement l'homme de notre nation et l'avenir que nous pourrions avoir à l'homme de la nation. Je pense qu'il n'y a que ça, aujourd'hui, qui peut nous sauver. Mais quand elle a été bunkerisée et carrément braquée par une caste politique qui s'en sert comme elle a envie, et gauche et droite réunies, hein, parce qu'aujourd'hui, Sébastien Le Gros Cornichon, qui est toujours Premier ministre, il l'a fait parce qu'il y a la complicité de la LFI et du RN. Hein. Faut arrêter de se raconter des histoires. Alors on me dit, oui, Nico, la LFI a posé une motion de destitution et le RN a fait des motions de censure. Tout en sachant très bien qu'en face, ça ne voterait pas. Et qu'il n'y aurait à un moment donné, aucune communion autour de ça pour s'allier, ne serait-ce que pendant 2 heures lors d'une séance à l'Assemblée nationale, pour faire tomber le cornu. Et bien entendu, derrière, qui est la cible? C'est politique
cible politique, Emmanuel Macron. Donc on se retrouve véritablement aujourd'hui dans cette sécession des élites. Alors le localisme, oui, je le pratique bien entendu. Je préfère aller chez mon commerçant local, chez mon petit producteur. Nous habitons avec ma petite famille dans un territoire qui nous permet, à moins de 500 mètres de chez nous, d'avoir des producteurs. Alors oui, c'est une chose extrêmement intéressante. Ça permet de sortir un peu la grande distribution et d'essayer d'avoir une vie dans le localisme. Mais ce localisme-là, il est voué à l'échec. Pas voué à l'échec dans le sens pour sauver la nation. Voilà ce que je veux dire. Soyons très précis sur les termes. Nous devons, à un moment donné, nous penser en tant que nation, concrètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une classe politique, je termine par là, qui manifestement n'a absolument plus les mêmes intérêts fondamentaux que nous. Voilà. Donc, ils jouent pour eux et nous essayons de jouer pour nous. Et la différence que nous avons entre eux et nous, c'est qu'eux, ils ont les armes de l'État. Et la pression et la coercition. Et c'est une véritable problématique parce que dans tout ce petit discours, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la démocratie, parce qu'en fait, elle n'existe plus, tout simplement. Voilà. Louis, ton avis sur le... J'essaie de réfléchir à ce que dit Nicolas et de... Sur le localisme, est-ce que tu penses que c'est une solution ou un biais nécessaire ? J'essaie de prendre des problématiques qui s'imposent à moi de manière avec des regards multiples, en essayant systématiquement de voir comment est-ce que plusieurs angles peuvent éventuellement contribuer à une résolution. Et ces angles peuvent être locaux, effectivement, mais c'est une vraie difficulté d'organiser des réseaux locaux dans des villes, par exemple, dans les grandes villes. Les grandes villes sont des égoïsmes juxtaposés, posés dans des immeubles qui n'ont aucune coopération écologique réelle, au sens où ils ne partagent pas de préoccupations existentielles fondamentales, hormis tu es sur mon territoire ou je suis sur ton territoire. Et donc, il n'y a que du conflit. Il n'y a pas d'endroit... imaginez un village... je suis le médecin de quelqu'un, il est mon boulanger, l'autre garde mes enfants, etc. Et puis il y a le fou du village, il y a toujours le fou du village, vous savez, dont tout le monde prend soin. Et puis, bon an, mal an, on doit vivre ensemble. C'est pas qu'on a envie, c'est qu'on doit vivre ensemble. Et il me semble qu'il y a comme une nostalgie du village dans notre société. Mais que c'est une nostalgie, au sens où ça n'est plus vraiment là. Il y a encore quelques endroits sûrement où il y a des villages, mais ça reste un idéal suranné des années 60, de la ferme de Martine. Voilà. Mais bon, la réalité pratique n'est pas comme ça. Et donc, est-ce que réinvestir massivement cet idéal-là peut être fait? Oui, il y a des gens qui créent des écolieux, des éco-villages, des habitats participatifs. J'ai travaillé avec les Colibris, peut-être certains d'entre vous le savent, qui est un mouvement de transformation de la société écolo. Mais pas seulement, beaucoup plus loin que ça, où il y avait tout un projet qui s'appelait les Oasis. Et les Oasis, c'était est-ce qu'on peut réensemencer le territoire français de plus de 100, c'était le projet à l'époque, maintenant il y en a beaucoup plus que 100, de 100 lieux d'habitat partagé. Et il va falloir qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que c'est un habitat partagé. C'est un kolkhoz communiste où on a tous exactement la même chose et le même ticket de rationnement pendant que les mecs se gavent dans l'intelligentsia. Ouais, bof. C'est un kibbutz où, on peut réfléchir au sens même des kibbutz. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et on avait donné 5 invariants. Un premier invariant, c'est d'essayer de mutualiser ce qu'on pouvait mutualiser. La machine à laver, les espaces de jeu pour les enfants. Et puis surtout de garder des lieux privés, des endroits intimes, parce que nous avons besoin d'intimité. Tout ne doit sûrement pas être collectivisé. Et de bien réfléchir à ces endroits intimes. Intéressant, parce que ce premier point, déjà, il soulève une question. Est-ce que vous écoutez Tocsin ou Idriss Aberkane sous votre douche? Non, et là, il ne faut pas. Ça, c'est intime, c'est à vous. Il ne faut pas laisser Tocsin. Mais, Tocsin et Idriss Aberkane, à la limite, si vous avez envie de les laisser rentrer dans votre douche. Mais Nicolas, si vous avez envie de les laisser rentrer dans votre douche. Mais sûrement pas Bruno Le Maire ou je ne sais pas qui. Voilà. Et donc là, il y a une nécessaire protection. Il y a à créer un espace sacré qui est protégé. Attendez, mais cet espace sacré, il existe déjà. Hein, c'est la famille. Mais la famille, elle a volé en éclats ces dernières années. Puis la famille, tout est fait pour la faire voler en éclats. L'aide sociale à l'enfance, la vaccination systématique des gamins, etc. On en discutait un peu avant. En permanence, des gens rentrent dans votre famille pour vous expliquer ce que vous devez faire. L'État rentre dans votre famille pour vous expliquer ce que vous devez faire. Je vais vous donner une anecdote un peu rigolote. Mes enfants ont été protégés de Walt Disney.
Enfin, je croyais. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu un Disney jusqu'à un âge avancé. Ils en voyaient après chez les grands-parents, chez d'autres. Ok, ça c'est le rôle des grands-parents. Mais nous, en tant que parents, niet. Puis un jour, je vois mes enfants rentrer en chantant l'air de la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Ça m'allait bien, libéré, délivré. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Mais je dis, mais d'où ça sort? D'où ça sort? Vous voyez que les influences, petit à petit, sont multiples, qui font que même votre noyau sacré, lui-même, est sujet à des influences extérieures. Mais vous-même, est-ce que vous avez ce noyau sacré-là? Ou est-ce que vous êtes sans cesse pris par le vent de la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, la guerre en truc, oula, le Covid, le machin? Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez rester debout sur le moyeu? Tout bouge, mais vous restez stable. Ça, pour moi, c'est un des points fondamentaux. Premier invariant. Qu'est-ce que je mutualise? Qu'est-ce que je garde pour moi? Deuxième invariant, essayer d'être en éco-construction, etc. On était quand même des écolos. Est-ce qu'on peut faire mieux? Là, c'est intéressant, ce deuxième point. Aujourd'hui, vous êtes sommés soit d'être climato-sceptique et dire, bon, c'est de la foutaise, toutes leurs histoires de climat. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est de la foutaise. Ou alors d'être alarmiste et de dire, on va tous crever parce que la Terre est en train d'être détruite. Il y a un entre-deux, encore une fois. Peut-être que effectivement notre monde est pourri de plastique, pourri de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de saloperies qui sont dans l'eau, dans la terre, dans l'air qu'on respire. Ça, c'est une réalité, hein. Et il y a des choses à y faire. Mais c'est pas une histoire de CO2 de degrés Celsius. C'est pas une histoire d'éoliennes géantes qui sont sur toutes les montagnes tout autour. Bientôt, on va vous en mettre sur Roquebrune, hein. Histoire de bien casser l'énergie du truc, quoi. C'est pas la bonne histoire. Donc, ok, troisième invariant. Est-ce qu'on a réfléchi à... Il y avait le projet immobilier, ok. Mais est-ce qu'on a réfléchi à comment on partage le pouvoir? Comment on décide entre nous? Comment on interagit entre nous? Ça renvoie à quelque chose que mon ami Thomas Dansbourg disait souvent, c'est tu peux pas vouloir la paix là devant si tu l'as pas là dedans. Tu peux pas vouloir qu'au niveau du gouvernement, etc., tout ne soit pas corrompu si à l'échelle municipale ou à l'échelle même de ton clan, vous êtes déjà dans des magouilles permanentes, des conflits d'intérêts, des délais d'initiés, etc. Or, on est tous quand même plus ou moins dans ce truc-là. Et si j'obtenais un passe-droit pour la cantine? Et si pour inscrire mon enfant à telle école, etc. D'accord, là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un entre-deux à trouver? Et puis, un dernier point, c'est d'emblée, comment est-ce que ces groupes qui vont se réunir, qui vont vivre ensemble, qui vont partager des choses, sont ouverts sur le monde extérieur? Parce que s'ils n'ont pas prévu ça, ils peuvent devenir une secte. Ils peuvent se refermer sur eux-mêmes. Ils peuvent ne même plus écouter ce que disent les autres, ne même plus regarder ce que vivent les autres. Être à l'intérieur de leur monde et dire « mais c'est comme ça et pas autrement ». Mais ça aussi, c'est intéressant ce point-là. On est dans un monde qui devient sectaire. Les mêmes qui nous accusent, qui accusent qu'on soit des dérives sectaires, sont en train de devenir sectaires. « Ton enfant est vacciné ?» Attendez, on cherche son prénom là. On se calme? On discute de ce qu'on aimerait mettre dans le berceau ou la fée Carabosse est déjà là. Et vous voyez que cette question de l'ouverture sur le monde extérieur, pour nous, c'était très prosaïque. Ça veut dire, même si vous êtes une communauté monastique, comment vous faites pour partager avec les autres? Ça, c'est une vraie question. Comment nous, on va faire pour partager avec les autres? Parce qu'on peut faire tout le localisme qu'on veut, hein. Vous allez pouvoir faire des réseaux au sein de Info Covid, Solaris, Bon Sens, etc. Échanger. Mais à un moment, le monde extérieur existe. C'est ce que ne comprend pas l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne est une secte. Elle pense que sa vision du monde est la seule. Et vous vous souvenez de ce moment très étonnant de l'ouverture des Jeux Olympiques? Cérémonie où les gens de Paris disent « Non mais personne ne comprend rien, on est en train de déconstruire l'art, c'est formidable, on a... » Et vous avez les Chinois qui coupent l'émission en temps réel. Un certain nombre de pays, je ne les connais pas, mais qui ont dit « Ouais, stop, on ne parle pas de sport là, on ne parle pas d'amitié entre les peuples, on ne parle pas de paix, on est en train de suivre le délire des LGBT parisiens dégénérés, quoi. » Et là, vous vous dites « Mais ces gens-là sont enfermés dans leur propre monde. » Et toute la question pour moi va être plutôt autour de comment on réouvre des portes de diplomatie. Pas comment on s'enferme dans un localisme autosatisfait. Je finis avec ça, après je vous rends la parole.
L'échelle locale est très intéressante et elle doit être réinvestie. À notre échelle, à un moment, on avait rêvé de faire une monnaie au sein des groupes Réinfo Covid, tellement les groupes étaient denses et au niveau sociologique, tellement on cassait les codes habituels. Peut-être vous avez remarqué dans les groupes que vous avez, ou dans les manifs où vous avez été le samedi, vous avez discuté avec des gens avec qui vous auriez jamais discuté avant. Et où votre parcours de vie, normalement, devait faire que vous ne discutiez jamais avec ces gens-là. Et nous, on a des chefs de service de cardiologie avec des éboueurs. On a des directeurs d'hôpitaux avec des gens qui font de la médecine traditionnelle chinoise. On a des slammeurs africano-franco, je sais pas quoi. Franco, je sais pas quoi, c'est très très juste. Juste franco. Qui vont avec Eric Scarbarou qui reprend des standards du rock américain des années 70. Et un qui est avec la langue française et un autre qui chante en anglais. Enfin, bref, des choses, a priori, ils vont se dire, mais ça ne doit pas se rencontrer, quoi. Et pourtant, ça s'est rencontré. À un moment, on a rêvé de faire une monnaie. La veille où je devais lancer ce truc-là, je rêve que je suis assassiné. Ça m'arrive assez un cauchemar plutôt, hein, c'est pas vraiment un rêve. Ça m'arrive pas tous les jours. Et je me dis, bon, attends que ça vienne de la base. Ne lance pas le mouvement. Ça sert à rien. Et donc, il faut que ça émerge de la base. Dernier mot. Cette idée des réseaux, peut-être qu'on peut partager des maisons pour les vacances, peut-être qu'on peut partager de la bouffe, peut-être qu'on peut... Ok. Mais il y a des réseaux translocaux. Translocal, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les architectures et les sociologies liées à l'Internet viennent bousculer la donne. Vous aviez le village, qui n'existe plus, ou très peu, la nation, qui n'existe plus, ou très peu, et aujourd'hui, des croisements de fils Internet où des gens de Saintes discutent avec des gens de Paris, ou des gens d'Italie discutent avec des gens de Paris et des gens de Saint-Égulphe pour faire une soirée et organisent des choses dans la matière qui s'implantent dans du local à partir d'une réflexion translocale. Ça, c'est intéressant. Parce que ça échappe à toutes les régulations. Puis ça s'appelle le Bitcoin. Mais le Bitcoin a été repris. Mais ok, ça va s'appeler autrement. Et je crois beaucoup qu'il y a cette possibilité translocale qui est ouverte, et Réinfo Covid en a été un exemple, par nos intercommunications digitales. Et là, il va y avoir un juste équilibre entre le monde réel, là, avec les voisins, et d'autres gens avec lesquels je vis dans le monde digital. Et pour notre propre santé mentale, il va falloir qu'on trouve cet équilibre. Parce que vous pouvez, si vous ne vivez que dans Toxin et Idriss Aberkane, peut-être vous pouvez devenir cinglé malgré tout. Voilà. Et justement, par rapport à ça, il y a une question qu'on se pose au Club du Corniquet, c'est comment se faire investir les jeunes, en fait, parce que... Rien contre vous, hein, bien sûr. Non, mais on sent dans la jeunesse en général qu'il y a, je sais pas, peut-être une forme de passivité. Alors peut-être que je vois mal de là où je suis, mais... Là, on sent qu'il y a quand même plein de touches d'espoir dans ce que vous dites. Et plein de motivation, plein d'énergie. Comment entraîner les jeunes pour qu'ils soient à même de prendre le relais pour le futur? Moi, j'en reviens, et je partage effectivement ce qu'a dit Louis, mais j'en reviens toujours à la nation. Je suis désolé, parce que la jeunesse, en réalité, c'est l'éducation. La jeunesse, c'est l'instruction populaire. C'est ça, la réalité. Parce que quand tu as une classe politique qui, pendant 40 ans, a abruti les Français, parce que Les autruches et les tubes digestifs, le livre que j'ai écrit, je parle d'une population qui n'est pas plus bête que l'autre, pas plus bête que nous, hein. Enfin, on est véritablement, mais il y a une partie de la population qui a été aussi, et tu citais tout à l'heure les Disney. Manifestement, moi j'ai regardé Disney Channel quand j'étais petit, même si mon père s'y opposait fermement. J'avais ma mère qui était beaucoup plus maternelle, qui me laissait regarder Disney Channel tout de même, avec Winnie l'ourson, je me souviens de tout ça. Mais je veux dire, au-delà de ça, Jean Rochefort, exactement. Et au-delà de ça, il y a eu une volonté pendant 40 ans d'abrutir la population. Et j'en reviens à ta question. Il y a eu aussi simultanément un appauvrissement, un abêtissement de l'éducation nationale. Je crois que les classements PISA, manifestement, montrent cet abrutissement de la population et une baisse drastique de la capacité aujourd'hui de former des citoyens. D'ailleurs, je rappelle que jusqu'en 1928, ça s'appelait le ministère de l'Instruction nationale. Il faut le savoir. Et à partir de là, la jeunesse, c'est un problème national. C'est-à-dire que quand tu permets déjà, d'une part, et je suis d'accord avec lui, très clairement,
arrêter de rentrer dans les familles dès le plus jeune âge, arrêter de rentrer dans les familles, mais plutôt permettre aux familles qui, culturellement, sont plutôt défavorisées parce qu'elles n'ont pas un environnement culturel, au contraire, refaire l'école républicaine et de mettre en situation, en perspective, des gamins qui sont capacités, après, de devenir des véritables citoyens à part entière, là, tu as un vrai projet. Mais ce projet-là, il a été détruit. Donc la question des jeunes, quand on me dit, il faut interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ben forcément, on a tous envie que nos jeunes ne soient pas en contact avec des contenus pédopornographiques. Bien entendu, on le sait. Mais en contrepartie, on a abruti ces jeunes par l'éducation nationale, par aussi une propagande dans les écoles qui est absolument hallucinante. Moi, j'ai des échos, j'ai des nièces et des neveux. On y apprend des trucs, mais on est très très loin de l'instruction. On est très loin de l'instruction. Donc on le sait qu'à un moment donné, tout régime totalitaire ou pré-totalitaire a toujours voulu mettre la main sur la jeunesse. Très clairement. Et c'est comme ça que vous rentrez de plein fer. Et quand vous rentrez dans une jeunesse, finalement, quand on vous fait la leçon à des gamins qui parlent un araméen prépubère et qui sont incapables d'épeler leur prénom, par contre, qui sont capables de vous dire que la dosette de café, il faut la mettre dans cette poubelle et pas dans l'autre, manifestement, le travail de sape intellectuel, il a réussi. Et quand, et bien entendu, avec cet abrutissement généralisé de la population, alors tout le monde, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas été victime, mais une nouvelle fois, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est-à-dire qu'on a, pendant 30 ans, ces gens-là ont fait tout pour que les gens deviennent des consommateurs. Et le consommateur, en fait, il ne se pose pas de questions. Le consommateur, il consomme. Le consommateur, sa carte de crédit est en fait son seul bulletin de vote. Il va consommer chez les grandes marques, dans la distribution, parce que tout est une espèce d'hédonisme dans lequel vous devenez une espèce d'atome fluide qui n'a plus aucune conscience d'apparaître, de faire partie d'une communauté nationale dans laquelle il est très urgent de pouvoir regarder vers le même sens et surtout de pouvoir s'émanciper par l'instruction. Littéralement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce problème de jeunes, et on le voit bien, on a des jeunes qui vraiment, la dernière fois, je lisais un article, vous l'avez lu, des gamins, des ados qui ne savent même plus lire l'heure sur une montre. Non mais moi, je veux bien. Mais à un moment donné, à quel moment l'humanité s'est-elle perdue ? On a perdu le chemin. On a pris véritablement le sens interdit. Donc ça fait sourire quand on regarde ça sur les réseaux. Mais ça dit beaucoup de choses. Ça dit qu'à un moment donné, on a un désastre cognitif, littéralement. Et vous savez, je suis polonais. J'ai des origines polonaises et je suis très attaché à la Pologne, de façon italo-polonais, mais je suis très attaché à la Pologne. Et il y a eu le massacre de Katyn. D'ailleurs, je crois que j'étais un des seuls journalistes à en parler en France, du film de Vajda, que je vous invite à voir, notamment, où l'armée russe a abattu 20 000 officiers polonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ils ont battu 20 000 officiers polonais ? Pour décapiter l'élite intellectuelle et culturelle polonaise. D'accord ? Alors les Russes ont mis ça sur le compte des Allemands. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais soit pour vous dire que même si ce n'est pas de la même gravité que le massacre de Katyn, des 20 000 officiers polonais, à partir du moment où vous détruisez délibérément l'éducation nationale, que vous y faites rentrer de force la propagande, qu'elle soit l'éducation sexuelle, qu'elle soit de l'écologie, qu'elle soit de toute forme, et bien finalement, vous faites des gamins, des petits soldats des Khmers verts ou des petits soldats du système. C'est ça la réalité. Et là-dessus, je reviens à ma première idée, si vous avez des parents qui ont été abrutis pendant 30 ans par la jeu télévisé, ceux qui ne me remettent pas en cause leur intelligence, j'insiste, mais des gens qui sont devenus des autruches et tubes digestifs. Je suis bien placé pour en parler parce que j'habite moi-même dans une énorme réserve d'autruches et tubes digestifs. Autour de moi. J'ai des gens qui se sont fait injecter pour aller chez Basic Fit. Non mais vous l'avez connu aussi, je veux dire, à un moment donné, il y a eu une régression et le Covid nous a montré que nous avons vécu la régression intellectuelle et culturelle de gens qui ne se posaient pas la question de savoir qu'à titre collectif, ce que ça allait impliquer pour les années à venir, ce qu'allait impliquer pour notre nation et ce que ça allait impliquer pour nos libertés individuelles, collectives et fondamentales. Et c'est en ce sens que le Covid a été très révélateur d'une population où une partie de la population, mais malheureusement majoritaire, où un pouvoir est rentré dedans comme dans du beurre. Parce que quand vous avez affaire à un citoyen, vous, par exemple, on vous dit ça, attendez, vous me dites ça, ok, mais moi je vais quand même un peu réfléchir, je vais aller me renseigner, je vais voir. Et vous êtes beaucoup moins apte à baisser le regard.
C'est d'ailleurs le livre que j'ai écrit pour mon fils récemment. J'essaye d'expliquer à quel moment il ne faut pas baisser le regard, à quel moment il ne faut pas poser un genou à terre. Parce que c'est comme ça, quand vous rentrez face à des citoyens, le citoyen, il est beaucoup plus difficile à manœuvrer que le consommateur qui, lui, il est malléable. Le consommateur, il est tout à fait malléable parce qu'il ne réfléchit pas, il réagit, le consommateur. Donc de la publicité, donc tout ça. Et c'est en ce sens, pour revenir à ta question, que la problématique de la jeunesse, quand tu me dis comment faire revenir la jeunesse, mais c'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Nous habitons avec ma petite famille sur le trajet d'un collège. Je suis effaré, scandalisé de voir ces grappes de gamins qui ont 12, 13, 14 ans, qui sont 4 ou 5 de front sur les trottoirs, et qui sont tous plongés, noyés dans leur téléphone portable. Mais vous imaginez bien qu'à un moment donné, comment vous voulez faire nation avec des gens comme ça? Je ne dis pas qu'ils sont pour rien, les gamins, parce qu'il y a un rouleau compresseur qui est derrière. Mais ça pose la question, que vont faire ces gamins dans 10 ans? Quand vous avez un pouvoir qui leur triture le cerveau, qui leur concasse le cerveau avec des débilités et qui, bien sûr, les sacrifie sur l'autel de l'idéologie de la propagande. C'est une réalité. Et le problème aussi, c'est que quand vous avez une population comme ça majoritaire, et on l'a vu pendant le Covid, elle n'est pas en capacité de réfléchir, donc de réagir. Et ça a été intéressant pendant le Covid, ça c'est mon analyse que j'ai faite, notamment dans Lettres aux autruches digestifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une population qui s'est laissée berner parce que c'était Basic Fit, le Morito fraise de vendredi soir, et sans le pass, on ne pouvait pas y aller, donc il fallait le faire. Et elle s'est laissée entraîner, et le pouvoir donc, a usé de coercition avec les forces de l'ordre, et j'en connais beaucoup là-dessus, mais surtout, son atout majeur, c'était cette partie de la population qui s'est fait injecter. Là, je ne fais pas le procès d'injection. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais le pouvoir s'est appuyé sur eux pour se retourner contre l'autre partie de la population. Et c'est ce qu'ont fait tous les pouvoirs totalitaires, notamment dans le pays de l'Est, que je connais bien, parce que j'ai beaucoup étudié les pays de l'Est. Et la réalité, c'est que vous aviez toujours un commissaire ou un citoyen milicien politique dans chaque bâtiment qui venait dénoncer celui qui, à un moment donné, aurait médit contre le parti en place. Et cette façon de faire a montré de façon éclatante que quand vous avez abruti une majorité de la population, eh bien entendu, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez parce que ces gens n'ont aucune connaissance déjà du passé. Dans le présent, ils vivent au jour le jour, donc ils ne peuvent pas concevoir l'avenir. Et concevoir l'avenir, c'est tous ensemble, c'est la nation. Et je suis désolé, je reviens là-dessus, parce que c'est comme ça qu'une nation se défend contre n'importe quel gouvernement totalitaire ou pré-totalitaire qui veut, à un moment donné, la faire régresser culturellement et la faire régresser intellectuellement. Et je termine par là. J'ai vu une vidéo de Quotidien, peu importe, je me fous de Quotidien, mais il y avait une vidéo notamment, un journaliste de Quotidien est allé hier ou avant-hier montrer une carte du Moyen-Orient à une paire de députés européens, et notamment l'émérite de Benjamin Haddad, qui n'a pas su placer l'Iran sur une carte. Et ces gens, alors que ce n'est pas faute que ça fasse 2 semaines ou 3 semaines que la carte de l'Iran, moi je l'ai même dans mon frigo, j'ai l'impression. Mais vraiment, donc vous voyez que là aussi, et je finis par là parce que sinon ce serait trop long, mais que là aussi, cette élite abâtardie, et je reprends Gérald de Gaulle qui disait il y a une forte d'élite abâtardie, qui n'a pas la tribe nationale en plus, finalement on se rend compte que l'abrutissement généralisé de la population se retrouve, et le problème c'est que nous sommes dirigés par ces gens-là. Voilà. Et que nous avons cette partie de la population aussi dont j'ai longuement parlé, qui finalement, comme l'oisillon, ouvre la bouche en grand. Et maintenant, la question qui se pose, c'est à un moment donné, quand est-ce vont-ils prendre conscience de la situation ? Merci Nicolas. Ça te met en colère un peu. Ah ouais, mais toujours en colère. Sinon, c'est que je suis malade, alors si je suis pas en colère. Ouais, c'est ça, hein. Attention aux artères. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Je reviens à la question initiale qui était les jeunes, et je rebondis sur ce que disait Nicolas pour rappeler les propos de Jean-Claude Michéa, qui est un philosophe de l'éducation, qui avait écrit un livre qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, et qui raconte que aujourd'hui tout est fait dans le système scolaire pour créer des crétins militants. Des crétins, des gens qui n'ont pas de possibilité de comprendre le monde, mais militants. C'est-à-dire qu'on leur a mis des mots d'ordre dans la tête, des grandes causes, des grands thèmes, des grandes choses comme ça. Effectivement, quand vous n'avez pas d'intériorité, quand il n'y a pas de vie spirituelle, pas d'appartenance, pas d'enracinement,
vous avez tendance à prendre la première cape qui passe pour avoir l'impression d'être un super-héros. Sur cette cape, peut y avoir marqué « je suis pro-vaccin », peut y avoir marqué « je suis pro-Ukraine », peut y avoir marqué « je suis pro ce que vous voulez ». Et vous prenez un drapeau et vous vous drapez dans ce drapeau pour essayer d'avoir une contenance. Mais il y a beaucoup de gens qui ont la même chose dans des générations plus élevées que les jeunes aujourd'hui, qui ont des drapeaux autour du cerveau, qui sont les mots qu'ils ont appris dans leurs études. Et si je compare les jeunes d'aujourd'hui aux moyens vieux de maintenant, de ma génération, j'ai vu qu'au sein des médecins, des soignants, des gens parmi les plus diplômés, on pourrait dire, qui ont passé des années et des années à apprendre des choses, t'es pas loin d'être des crétins militants. Et que ça faisait partie de ces gens qu'on peut appeler instruits au-delà de leur intelligence. C'est-à-dire où les mots qu'ils ont assimilés ont remplacé leur gros bon sens, leur instinct de survie, leur vision animale des choses. Ce qui fait qu'à la fin, ils discutent de R0 et des grandes épidémies. Et ils sont même plus capables de regarder le réel dans la rue autour d'eux. Ils sont même plus capables. On leur dit il faut absolument t'injecter ça. C'est Bill Gates, un bienfaiteur de l'humanité. C'est Albert Bourla avec Pfizer, des bienfaiteurs de l'humanité. C'est Emmanuel Macron qui a toujours veillé sur vous. Et ça tilte pas. Ah ouais, le gouvernement veut mon bien. Ah bon ? Et il va finir par l'avoir. Et j'ai vu, voilà, exactement. On veut ton bien et on l'aura. Ça, c'est la devise de ceux qui nous gouvernent. Hein. Ton bien, vous comprenez. Hein. T'es bien. Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas sûr que ça ait changé fondamentalement. Par contre, je vois cet appauvrissement du langage progressivement aboutir à une espèce de sabir où chaque mot introduit par les médias prend de plus en plus de place. Wesh, wesh. Comment c'est déjà Wesh frérot. Ouais, non, je sais pas. Enfin, il y en a plein des expressions qui viennent de manière un peu systématique. Moi, j'en ai plein, si tu veux. Ouais. Et qui ont remplacé la capacité d'articuler le langage. Donc, pour moi, la question des mots est extrêmement importante. Et beaucoup de gens nous ont dit, pendant le Covid, à Nicolas, comme à moi, comme à d'autres, merci, vous avez mis des mots sur des choses qu'on avait ressenties intuitivement. Vous avez permis de donner une forme à quelque chose qui était là. Mais c'était là intuitivement. Et là, c'est là où je vais peut-être introduire une nuance, en tout cas. Je vois que sur le Prado, à Marseille, il y a des jeunes, ils font des roues arrière de 250 mètres en tongs et short. Ça, c'est interdit. Hein. C'est interdit. Parce que maintenant, vous savez, tout est bien régulé, même à Marseille. Hein. On a beaucoup de mal maintenant à se garer en triple file à Marseille, alors qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas de problème. Il y a beaucoup de mal maintenant à vous arrêter au milieu du rond-point et à discuter avec le pote pendant qu'il y a une queue derrière de gens qui klaxonnent. Et, oh, ça va, oh, putain, oh, à un moment donné, on discute là. Oh, moi j'y vais. Non, maintenant ça devient très difficile, ça devient une ville policée, de plus en plus parisianisée. À tel point que le préfet décide même si vous avez le droit d'aller dans les calanques. 2 jours avant, il vous dit rouge, orange, jaune, vert. En fonction du danger. Je vais marcher dans les calanques, quoi. Danger faible, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, et il vous donne l'autorisation ou non. Donc, petit à petit, je vois que même les bons citoyens sont rendus délinquants. Et là encore, il y a une sorte de nostalgie de la liberté, de nostalgie de la nation, de nostalgie de plein de choses. Mais je vais vous raconter une autre histoire, c'est que dans ma famille, il y a des pieds noirs. Et les gens de ma génération, qui n'ont jamais connu l'Algérie, parlent avec l'accent pied noir beaucoup plus encore que leurs parents. Comme s'ils étaient obligés de recomposer une sorte d'appartenance fantasmée. Aujourd'hui, vous voyez des générations de jeunes identitaires qui surjouent une appartenance fantasmée à une France éternelle. Attendez, la France, c'est un paillasson ethnique depuis toujours. C'est un pays méditerranéen où toute la Méditerranée est venue s'engouffrer, des Italiens, des gens devenus plus loin, des Polonais, des je sais pas quoi. Ça fait partie du jeu, en gros. Hein. Mais il y a une unité, c'est autour de la langue. Autour de cette langue très étonnante qui véhicule quelque chose de complètement différent de la langue anglaise ou des langues germaniques et qui permet des imaginaires très différents aussi, moins procéduraux, beaucoup plus tac, avec des espèces de court-circuits énormes qui arrivent à des solutions très innovantes ou très étranges pour quelqu'un qui est allemand ou anglais qui va dire « step 0 ». « Did you plug in your computer ?» Ça, c'est en Inde, vous savez, la hotline à Pondichéry pour votre... Est-ce que vous avez branché votre ordinateur ? Step 1. « Did you push the power button on ?» Est-ce que vous avez appuyé sur le bouton power ?
Ça, c'est la pensée procédurale. Tu fais vachement bien l'accent Ouais, indien. je fais bien, hein. Ouais, je trouve aussi. Et le français ne véhicule pas une pensée procédurale. Il véhicule une pensée, au contraire, qui fait des associations émotionnelles, poétiques, qui vient puiser dans les répertoires en permanence. Et ce que je vois, je reviens à la jeunesse, c'est qu'il y en a qui font des roues arrière sur le Prado, qui font des bras d'honneur gigantesques. Et je vois une société qui est en train de s'hyper raidir d'un côté, de manière hyper domestiquée, avec des règles totalitaires, comme on l'a dit, et totalisantes, c'est-à-dire qu'elles viennent dans tous les aspects de votre vie. Ça, c'est un élément. Mais de l'autre côté, je vois de plus en plus de transgressions, et particulièrement chez les jeunes, de gens qui font un gros bras d'honneur en disant « allez vous faire enculer ». Voilà. Je n'ai rien à foutre, je m'en bats les couilles, on dit à Marseille, c'est comme ça qu'on dit. Et qui font ce qu'ils veulent. Et là, il y a une vraie tension, parce qu'il n'y a plus d'entre-deux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une délinquance qui en gros, n'a plus de limite, et de l'autre côté, un système qui devient tellement étouffant que tout le monde veut en sortir parce qu'on ne peut plus y vivre. Si vous prenez un jeune bien éduqué, avec une bonne éducation, etc., on lui dit « tu vas maintenant remplir Parcoursup ». Vous savez, c'est le truc sur Internet qui a remplacé la procédure sur Ravel ou je sais pas quoi qu'on faisait nous sur Minitel pour et ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont désespérés. Puis vous avez une frange qui dit moi je m'en fous, je serai influenceur à Dubaï et je ferai du TikTok et d'Instagram. Et là-dedans, il n'y a pas d'entre-deux sur mais qui va reconstruire le bien commun. Et à mon sens, nous avons une responsabilité, notre génération ou les générations un peu plus âgées de gens qui ont les cheveux plus gris, de créer les conditions d'imaginaire désirable. C'est-à-dire, mais il y a plein de choses à faire là. Tu n'auras même pas trop d'une vie pour faire un monde désirable là, pour reconstruire cette société qui est en train de s'effondrer de tous les côtés. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et là, il y a besoin de trouver une boussole. La joie, la paix, le lien. Qu'est-ce qui te met en joie, qui te fait rigoler? Qu'est-ce qui te met dans la paix à l'intérieur? C'est pas du stress, t'es pas en colère, t'es pas en train de réagir. Qu'est-ce qui te met en lien avec les autres, qui te coupe pas des autres, mais qui au contraire crée du réseau, amplifie encore plus ta puissance d'agir sur le monde? Va là. Et donc je sais pas si les jeunes changeront le monde. Ce que je pense, c'est qu'un grand nombre d'entre eux sont préoccupés plutôt de faire l'amour. Ça, je trouve ça très sain. Je trouve ça très sain. Au moment du Covid, peut-être vous le savez pas, mais à l'IHU, quand il y avait une MST, une maladie vénérienne diagnostiquée dans les staffs, tout le monde applaudissait. Ouais, des jeunes qui font l'amour au moment où on est confiné, où on n'a pas le droit, etc. Ouf, enfin, on retrouve l'instinct de survie. Cet instinct de survie, là, à mon sens, il serait bon de faire des bals populaires. Je vais raconter une dernière histoire. J'ai été invité en Écosse, j'allais régulièrement en Écosse en bateau, et j'étais invité par des amis à ce qu'on appelle un Ceilidh. Un Ceilidh, c'est une soirée traditionnelle écossaise. Donc c'est le jeudi soir, souvent le vendredi soir, c'est de 18h à 21h. Tout le monde est fin bourré, mais ça finit à 21h, donc on peut quand même aller bosser le lendemain. Donc ça va, mais tout le monde est ivre-mort. Et puis, il y a un orchestre traditionnel qui joue des chansons traditionnelles écossaises. Donc il y a la bombarde, le truc, enfin voilà, des instruments traditionnels, la cornemuse, tout ça. Puis je rentre là-dedans, puis avec leur accent écossais où ils roulent les airs, là je comprends à moitié rien. Puis à un moment je regarde un vieux, je vais le voir, je dis mais comment ça se fait que tous les jeunes ils arrivent à danser là? Ils étaient tous en train de faire des gigs, des bourrées, des... Il dit mais ça on l'apprend à l'école. Dans les cours de sport, tout le monde apprend les danses traditionnelles. Donc quand ils arrivent là, ils savent tous danser. Je dis ah bon mais pourquoi ils sont là? Bah, pour trouver leur chérie, pour se marier. Regarde les deux là-bas, tiens, je pense que c'est la famille MacLeod et l'autre Mac je sais pas quoi, tu vois. Et vous avez les personnes âgées, les enfants qui jouent et qui passent en truc, derrière, là vous auriez des gamins en train de courir et de jouer à chat ou je sais pas quoi, ou à cache-cache. Et puis en même temps, vous avez les jeunes en train de danser, de s'encanailler. Et ça, c'est le ciment. C'est le ciment de la société ensemble. Mais nous, il est où le ciment? Il y en a encore des balles populaires? Les gens vont dans des boîtes de nuit avec une lumière noire dégueulasse. Ils se regardent dans des miroirs toute la journée en prenant de la cocaïne ou des extas. Mais attendez, c'est pas la même histoire, ça. Hein, et là-dedans, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas d'enfants. Et les balles populaires, les bars du coin de la rue, les endroits, le PMU où tout le monde va et où on gratte son truc. Et tous les matins, ma fille, elle va au PMU avec ma femme parce qu'ils attendent l'heure d'entrée de l'école. Mais c'est une famille. C'est une sorte de famille. Tout le monde connaît Edmé. Tout le monde dit ah ma belle, alors, la princesse, comment ça va? Tu prends du chocolat là? Tu vois? Et
ce côté familial réinvesti, pour moi, c'est là que les enfants peuvent trouver la force, l'enracinement, ensuite d'aller arpenter le monde. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'énergie de changer le monde si déjà vous n'êtes pas fort à l'intérieur. Et c'est vrai pour nous aussi. C'est-à-dire quand on se met à critiquer le monde, et ouais, il faut tout changer. Attends, est-ce que déjà ma famille ça va? Est-ce que moi ça va? Est-ce que ma santé ça va? J'ai vu des gens verdâtres, clopant clope sur clope, buvant de plus en plus ces dernières années, mettant à mal leur propre santé et regardant Internet toute la journée, Klaus Schwab, Bill Gates, sur celui-là, et leur dire mais qu'est-ce que tu arrives à faire? Ah, je ne peux rien faire. Et désespérer. Si vous voulez reprendre de la force, ça commence là. Bien manger, pas trop de sucre, une bonne bouteille de temps en temps pour ceux qui ne sont pas addictifs. Hein. La fête. Voilà. C'est exactement ce qu'on veut mettre en place le 5 septembre. Justement, c'est ce que tu dis. Tu parles d'or le 5 septembre, et on espère que c'est la première d'une grande série. C'est de se retrouver justement autour d'un bal populaire. Et moi, avant d'arriver sur la conclusion, j'ai une réflexion à partager avec vous. Tu parlais, Louis, justement de se renforcer à l'intérieur. Et en fait, moi, je pense qu'il y a une notion qui est assez difficile en fait, à appliquer envers les autres, mais aussi pour soi. C'est le pardon. Et je pense que dans peut-être les prochaines années, parce que je vois que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, c'est une forme de victoire. Moi, je ne pense pas que ce soit une guerre 1 contre 1 et que nous, on a gagné. Mais c'est quand même une forme de victoire parce qu'on se retrouve autour de valeurs communes et des valeurs qui sont saines. Est-ce qu'on va arriver à pardonner à l'autre avec un grand A? Est-ce qu'on va arriver aussi peut-être à se pardonner soi de ne pas avoir été à la hauteur? C'est un petit peu la réflexion que j'ai envie de partager avec vous pour conclure. Nicolas, ça dépend. On conclut déjà là? Vous avez faim, c'est ça? Ouais. Je sais pas jusqu'à quelle heure. Ouais. Non, mais oui, c'est une question intéressante. Après, ça dépend à qui on doit pardonner. Ouais. Parce qu'on doit pardonner aux mecs qui ont fait 3600 milliards d'euros de dette. On doit pardonner aux mecs qui sont en train de détruire la France. On doit pardonner aux mecs qui ont filé 65 milliards d'euros à l'Ukraine et qui laissent des gens pendant 8 heures dans les urgences. Et Louis le sait très bien. Tu vois, c'est une question. Après, qui on parle de cette partie de la population dont on a parlé au début, qui se sont laissés embrigader. Oui, je crois qu'à un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Et je pense que c'est sain, bien sûr, de pardonner par rapport à ça. Encore faut-il qu'il y ait une forme de dialogue. Mais je pense que c'est important. Par contre, ceux qui nous ont trahis, ceux qui trahissent depuis un certain temps, je vois difficilement comment le peuple peut pardonner à ces gens-là. C'est une vraie question, le pardon par rapport à ça. Une vraie question, parce que ça pose la question de la légitimité, ça pose la question du viol démocratique, ça pose la question du délit d'initié, ça pose la question du racket fiscal, ça pose la question de tout. Et quand je parle de délit d'initié, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Très clairement. Et la question du pardon, je pense qu'elle est valable pour effectivement une partie de la population qui s'est laissée embrigader là-dedans. Mais je prends toujours un chiffre qui parfois étonne. En 42 en France, il y avait 45 millions de Français peut-être, ou 43, je crois, à vérifier, mais dans cet ordre-là. Il y avait le nombre de résistants qui était pensé, c'était à peu près estimé, c'était 7000 résistants. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, dans une proportion de la population, c'est quand même assez petit. Mais le pardon, oui, nous devons à un moment donné pouvoir discuter avec les gens parce qu'il est possible à un moment donné de s'être trompé. Mais le pardon pour une caste finalement qui nous a trahis, là, c'est plus problématique. Des gens qui nous ont poursuivis, des gens qui rentrent dans nos familles, des gens qui à un moment donné ont cette tentation totalitaire, des gens qui à un moment donné font sur les médias sociaux ou des gens comme Louis ou d'autres qui nous traquent un peu partout parce que c'est une réalité dans ce pays. Il faut quand même avoir conscience. Moi, plusieurs fois, on me dit mais Nico, on est en démocratie dans ce pays. Il n'y a pas les miradors, il n'y a pas les chiens loups, mais entre la Corée du Nord et la meilleure démocratie du monde, il y a un entre-deux qui manifestement, on part plus vers la Corée du Nord que vers une démocratie idéale, parce que c'est une espèce de totalitarisme soft qui ne dit pas son nom. Et bien entendu, quand je le répète très vite, dans une population où tu rentres comme dans du beurre, eh ben, le totalitarisme, ça ne veut absolument rien dire. Parce que si le totalitarisme ne rentre pas chez toi, parce que tu estimes que la politique ne t'intéresse pas et que la politique ne viendra pas jusqu'à chez toi pour te martyriser, bien entendu, c'est compliqué. À la différence que quand le litre de sang sera à 4,50 €
50, là, manifestement, on aura un véritable problème pour les gens qui n'ont pas voulu comprendre. Donc le pardon, oui, mais une nouvelle fois, il faut au niveau, à l'échelle d'une société, vous aurez toujours des gens qui ne voudront pas ouvrir les yeux. C'est compliqué. Moi, dans mon petit village, et j'aime beaucoup ta description du café, parce que je suis dans un village où il y a un café, vraiment un cœur de village, il y a des gens qui me disent, bon, ils savent ce que je fais dans la vie, mais ils me disent, Nico, moi, je veux rester positif. Je t'écoute pas parce que je veux rester positif. Mais j'aime beaucoup. Les gens dont je parle, je les aime beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ça? Est-ce que je peux leur en vouloir? Non. Clairement pas, parce que ce sont des gens qui ont la main sur le cœur et s'il y a le moins de problèmes dans la maison, ils seront là, comme disait Louis, pour te donner un coup de main, pour te trouver un truc et tout. Mais après, sur des questions véritablement existentielles, parce que nous parlons de questions existentielles, eh ben ils me disent non, moi, Nico, c'est trop anxiogène de ce dont tu parles. C'est trop anxiogène. Alors que je ne suis pas anxiogène, j'essaie d'expliquer des trucs qui me semblent très importants pour leur vie privée. Et dans ce cas-là, oui, là, je leur pardonne, parce que ce sont des gens qui me font du bien et ce sont des gens bons. Ce sont des jambons et la description de Louis, elle est exacte. Comment? Des jambons, mais de Bayonne? Oui, non. Des jambons et juste. Et c'est là que je retrouve une certaine forme d'humanité. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons exilé, que je suis rentré avec toute ma petite famille chez moi, dans mon sud, auprès des miens, parce que je veux vivre auprès des miens, auprès de la Méditerranée. C'est très important parce que, et Louis a raison, on a besoin de se rééquilibrer et de retrouver l'authenticité. Voilà, ça c'est important. Mais pour ceux, par contre, qui nous ont mis la tête dedans, là, c'est une vraie réflexion. Alors, on dira qu'il y a la démocratie, on dira qu'il y a les élections, on dira qu'on peut changer, on dira qu'il y a l'alternance. Et Michel a parlé notamment d'alternance unique. Hein, bien entendu, on y est en plein dedans. Là, c'est plus compliqué. Parce que comment à un moment donné, pardonner à des gens qui délibérément le savaient, délibérément ont pris des fonctions d'État et ont trahi délibérément. Ou ceux qui ont tenté de se présenter, qui se sont présentés comme les députés et autres, et qui... Je vous en parlais tout à l'heure rapidement. Qui ont laissé faire? Qui ont laissé faire? Quel député l'a ramené pendant la crise Covid? Quel député l'a ramené pendant que Macron, Choupinet Ier, faisait ses conseils de défense dans le PC Jupiter? Qui l'a ramené? Aucun l'a ramené. Je suis désolé, alors certains, oui, beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que cette situation a empiré et que politiquement, il n'y a eu aucune action concrète de la part des députés de l'opposition pour en arriver là. Et l'effondrement, c'est terrible parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça fait exploser quelque chose de fondamental, de central. Ça fait exploser le contrat social que nous avons, véritablement, avec les gens avec qui sont censés prendre des décisions pour nous, à qui nous léguons notre décision et qui sont censés, pour nous, prendre les meilleures décisions pour nous protéger et nous assurer un avenir meilleur, littéralement, et assurer, bien entendu, notre sécurité et surtout notre sérénité. Et là, il y a une vraie fracture. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de représentation nationale? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir politique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de légitimité? Ça veut dire que les éléments constitutifs de la Ve République avec une démocratie parlementaire ne fonctionnent plus à cause d'intérêts de caste et surtout d'intérêts politiques, de groupes parlementaires qui ne réagissent finalement qu'au bureau national qui leur dit de quoi voter. Alors je suis très politique parce que je trouve que c'est véritablement très effrayant, parce qu'à un moment donné, quand un pays... Parce que la France aujourd'hui roule sur les jantes. Hein. Elle roule sur les jantes. Il n'y a plus de corps intermédiaire. Regardez les syndicats. D'ailleurs, il y a une affaire sur la CGT, le canard en Chine cette semaine, c'est absolument dingue. Peu importe. C'est pas beaucoup mes copains d'ailleurs. Mais... et le parlementaire, les représentations de la nation, quelles que soient nos opinions politiques dans cette salle, véritablement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les représentants de la nation sont en capacité de s'opposer à un pouvoir absolument délictuel, complètement, avec quelqu'un qui fait à peu près ce qu'il veut? Quand on nomme Richard Ferrand conseiller constitutionnel ou Amélie de Montchagrin, notamment première magistrate de la Cour des comptes, qui pendant 28 ans, tranquillou bilou, elle va se farter, elle va se dorer la biscotte, hein, je suis désolé de le dire. Et je prends des exemples récents, mais véritablement, c'est un délitement total de ce qui a fait notre contrat social, ce qui a fait le fait que nous acceptions de donner, de léguer la souveraineté, ou du moins notre pouvoir décisionnel d'électeurs et de citoyens surtout, de citoyens, à ce que ces gens travaillent pour le bien commun, à ce que ces gens nous protègent, à ce que ces gens nous protègent du délire totalitaire de la Commission européenne et de l'Union européenne, à ce que ces gens nous protègent de la mondialisation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, et ce qui nous touche directement, et pas que l'Iran, parce que ça fait un moment, c'est l'exposition immédiate,
la fracture immédiate, la faiblesse inouïe de ces gens qui nous ont imposé la mondialisation et qui détruisent des millions d'emplois, qui appauvrissent énormément de gens, où on privatise tout. C'est ça. Et là, à un moment donné, la question, est-ce qu'on peut pardonner à ces gens ? Véritablement, est-ce qu'on peut leur pardonner ? Franchement, la question, elle est vraiment très, très compliquée à répondre, même si on a une partie de la réponse. Mais c'est grave de répondre non. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, vers où on va ? On a peut-être atteint un point de non-retour. Ben, c'est la question. Et moi, je pose la question et la réponse m'effraie, bien entendu. Parce que je pense qu'on est dans une situation gravissime, gravissime économiquement, mais gravissime parce qu'on a perdu une stabilité totalement démocratique dans laquelle il n'y a plus personne finalement en haut du pouvoir pour nous protéger. Et ça, c'est terrible. Et c'est fait donc l'abstention, ça fait tout ça. Et après... pour avoir un papa historien qui m'a mis la tête avec beaucoup de sympathie, bien entendu, et beaucoup de tendresse dans les livres d'histoire, généralement, ça finit très mal. Et franchement, je m'en inquiète beaucoup. Voilà. Louis, le pardon comme notion, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu peux envisager ? Bah oui, d'une partie pour la majorité de nos concitoyens qui peut-être ont pris un chemin un petit peu regrettable, et d'un autre côté pour toute la clique dont on parle, au hasard, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau, enfin je pourrais faire la liste. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de pardon ? Il y a beaucoup de choses à en dire, hein, mais la première peut-être, c'est qu'on voit beaucoup le slogan « ni oubli, ni pardon ». Ni oubli, moi ça me va bien. Ni oubli. Ça, je suis d'accord. Il faut se souvenir. Et j'ai été frappé de voir des diplomates russes ces dernières années dans les médias, puis de les écouter, de voir des gens qui parlaient un français impeccable, qui avaient un franc-parler. C'est clair, ce qu'ils disaient était clair, quoi. Au niveau, c'est ce qu'on appelle la rhétorique aristotélicienne, mais c'est ethos, logos, pathos. C'est toujours ce qu'on a essayé de faire. Ethos, comment je me tiens, d'où je viens, quels sont mes conflits d'intérêts. Je suis droit. Logos, ce que je dis c'est compréhensible, ça a un sens. Les articulations logiques tiennent la route. Pathos, je convoque les émotions, mais juste ce qu'il faut. Ça, c'est comme ça qu'en rhétorique, Aristote expliquait qu'on réussissait à remporter la mise. C'est ce qu'on a essayé de faire à chaque fois qu'on est passé dans les médias ou des choses comme ça. Et donc j'ai vu ces diplomates russes aborder la question, être questionnés sur « oui, mais quand même, de l'époque de Staline, etc. » Et puis répondre très posément « camarade Staline a fait ci, ça, ça. » Il s'est passé ci, ça, ça. Ni oubli. Mais sans ni battre leur coulpe, ni dire « ah là là, on va se mettre à genoux, pardon, on va déboulonner les statues, etc. » Non, non, juste c'est arrivé. Ça fait partie de notre passé, de notre histoire. Et donc, arriver à se réconcilier avec quelque chose qui nous est arrivé et que ce soit encore vivant, que ce soit ni dans le déni, ni célébré comme un traumatisme de manière récurrente. C'est intéressant parce que est-ce qu'on peut faire comme ces diplomates russes qui sont tellement forts qu'à la fin, au bout d'une heure et demie, vous dites bon, je préfère quand même être russe, quoi, ou vu ce qui se passe dans mon pays. Et est-ce que on serait capable de regarder le Covid pas comme un traumatisme ? C'est intéressant parce qu'en thérapie cognitivo-comportementale, quand on parle d'un trauma, vous savez qu'il se réinvite tout seul parce qu'on doit le métaboliser. Donc vous allez avoir des cauchemars où il va venir dans votre quotidien. Vous êtes en train de discuter de tout et de rien, puis d'un coup, quelqu'un parle de son père. Ah, j'ai été violé par mon père. Bon, la charge émotionnelle revient intacte. Ah, vous vous retrouvez à genoux, etc. Le passé modifie le présent. Alors que normalement, c'est l'inverse. Le présent modifie le passé. C'est étrange ce que je viens de vous dire. Si vous me racontez votre week-end, vous n'allez pas le raconter pareil qu'à votre meilleur ami ou qu'à quelqu'un à votre boulot. Le présent modifie le passé. Quand le passé modifie le présent, c'est un traumatisme. Et donc, si vous répétez le Covid exactement de la même manière, ou si vous répétez de la même manière, c'est un trauma. Comment on guérit d'un trauma ? Quand on arrive à dissocier les émotions des faits, et quand on arrive à re-raconter dans la complexité. C'est-à-dire dire, est-ce que je pourrais raconter d'autres éléments du Covid ? Ouais, les groupes qui ont fait des cafés clandestins, des bars associatifs, les mecs qui ont fait des faux passes, les gens qui ont rempli les rigolades qu'on a eues, les moments où on a chanté dans la rue, Eric qui a fait des concerts dans la rue, etc. On peut raconter ça aussi, parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Et aussi dire, tiens, c'est ambigu parce que je n'ai jamais autant créé que dans cette période-là. J'ai été stimulé à choisir, pour de vrai, je dois choisir.
Donc la période qu'on vit, elle nous pousse à choisir. Et là, c'est intéressant parce que dans cette histoire de pardon, il y a toujours l'idée que c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Ça fait combien d'années qu'on laisse filer le pouvoir? Ça fait combien d'années qu'on s'y désintéresse? Il y a des gens qui ont reproché à la génération des baby-boomers d'avoir eu une cuillère en argent dans la bouche. Et moi, je pense qu'il ne faut pas diviser les générations. C'est une mauvaise idée. Il ne faut pas diviser. C'est le travail du diable, ça. Donc, il faut essayer de réconcilier, au contraire. Mais effectivement, on pourrait dire que les gens nés après 47 ont un peu laissé faire, quoi. Hein, on fait confiance, il y a le général, il y a Pompon, il y a je sais pas quoi. Attendez, Pompidou, il vous extorquait la banque, hein, etc. Ça n'a pas arrêté. Donc, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est un dévoilement, mais ça a toujours été là. Quand vous lisez des textes du 19e et même du 18e, des Epstein en miniature, il y en avait déjà. Epstein, il rôde le truc à une échelle grandiose avec Israël et tout ce que vous voulez, mais ça existait déjà. Donc, les compromates, la pédocriminalité, etc. Donc, là, on le voit en plein phare. Soit on dit c'est là en face, en plein phare, soit on dit on retourne, mais vous pouvez rien y faire. Parce qu'effectivement, la seule chose que vous pourriez faire, c'est des purges. C'est d'aller les buter. Mais là, on est sur antenne. C'est impossible de dire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire. Que ça arrive à un moment, ça c'est une autre histoire. Que ça arrive. Que dans les jeunes qui font des roues arrière, dans le sauvage qui est en train d'émerger partout, dans ce surdomestiqué, le sauvage est en train de faire éruption. Je vais prendre des exemples pour vous faire comprendre cette histoire de sauvage et de domestiqué. Dans les montagnes, aujourd'hui, il y a des loups. Les loups mangent les moutons. Les moutons sont domestiqués, ils sont dans des... C'est un vrai problème. Puis vous avez les écologues qui défendent les loups, et puis les éleveurs qui disent « Merde, on nous bouffe nos trucs », et puis entre les deux, le système qui donne des primes, qui machin... Mais attendez, il y a un problème systémique là. Il y a l'éruption du sauvage dans le domestique. Quand vous avez des jeunes avec des kalachnikovs qui descendent en centre-ville et qui se font tous les Gucci, les Chanel, etc., en défonçant tout, c'est le sauvage qui fait irruption dans le surdomestiqué. Ce schème-là que je suis en train de vous décrire, il est en train d'arriver dans nos sociétés à plein pot. Le sauvage va faire irruption de manière massive. Personne n'a dit que c'était confortable. Hein. Personne n'a dit que ça allait se passer velours. Ce que tu crains peut arriver. Et si vous regardez les laboratoires qui ont déjà été mis en place, je vous donne un exemple, Haïti. Haïti, c'est un laboratoire hein, qui a été fait hein, avec une épidémie, etc., de choléra, puis la déstructuration du peuple. On en a déjà eu, hein, le Rwanda, c'était un laboratoire, les Hutus contre les Tutsis, etc. Comment on fait pour recréer une espèce de génocide de masse en bourrant le mou des gens avec la radio des Mille Collines on en a un certain nombre de laboratoires, donc on sait déjà ce qui va se passer. Ok, donc là, il va falloir beaucoup de pardon, il va falloir créer des liens, des porosités, des diplomaties en permanence, être celui qui est le diplomate. Je vais travailler avec toi, je vais t'écouter. Ok, toi, droitard, intégriste, toi, migrant, toi, gauchiste, qui me parle de l'écologie. Il va falloir qu'on se parle d'une manière ou d'une autre. Et là, on a vraiment un rôle à jouer. C'est d'être les diplomates, puis de renverser les choses, dire... Quand ça déconne en face, c'est que c'est à moi de le faire. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, j'étais devant mon écran, puis je regardais. Je voyais des trains qui emmenaient des malades ventilés à travers la France, dans une autre région. C'est quoi ces conneries, quoi? Vieille tradition française. Jamais on fait ça. Jamais on fait ça. C'est délirant. Ça n'a aucun sens. Puis il nous expliquait que les services étaient pleins. Je me retourne, je regarde mon service. Ben non, on a 5 places, quoi. En fait, c'est pas vrai, quoi. Il expliquait que les hôpitaux étaient pleins. Ah ben non, je me retourne sur l'hôpital, il est vraiment vidissime, puisque même les autres services refusent de prendre des gens. Et puis j'entends des réanimateurs, je n'aurai pas de nom, peu importe. Oui, c'est terrible, on va tous mourir, c'est une épidémie. Non, c'est pas vrai. C'est une des maladies les plus faciles qu'on ait eu à soigner en termes de taux de létalité, etc. Et je me dis, mais il n'y en a pas un qui va parler, qui va ouvrir sa gueule, là? Premier jour, je le dis comme ça. Le 20e jour, quand on va reconfiner, mettre des masques aux enfants, nous mettre des masques dans la rue, je fais « Putain, il n'y en a pas un qui va parler, merde !» Pardon, hein, c'était pour juste vous faire ressentir l'émotion de l'époque. C'est pas pour vous faire frémir. Hein. Mais j'en étais à ce stade de colère-là. Et au bout d'un moment, j'entends une voix qui dit « Mais s'il n'y a personne qui parle, c'est toi qui dois le faire. Mets-toi en chemin. » Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment prendre les choses, je ne sais pas même comment parler publiquement, j'ai jamais été dans un seul média, etc. Sauf que j'ai entendu cette voix qui d'un coup m'apaise et dit
Arrête de reprocher aux autres ce que tu ne fais pas. Fais-le. Là, il y a plein de choses. Vous pouvez reprocher au maire de ne pas faire ce qu'il faut à Nice. Prenez le pouvoir. Vous pouvez reprocher de ne pas avoir la bonne monnaie. Changez de monnaie, créez des bitcoins, allez sur tel truc, prenez de l'Ethereum, faites une monnaie locale, etc. Vous pouvez reprocher de ne pas avoir de bouffe correcte dans votre Leclerc qui fait venir du cornet de bif de l'autre bout du monde dans le Mercosur. Achetez local, mettez-vous d'accord avec le producteur local, faites du business directement en cash avec lui, sortez de la fiscalité, faites-le. Et ça, c'est pas facile, mais je sais pas comment faire. Je sais même pas par où commencer. C'est facile. Faut demander de l'aide. Dans cette salle, on est une centaine. Vous connaissez le principe de la loi de Linux ? Linus Torvald développe GitHub en préparatoire à ce qui s'appelle après Linux, qui était une alternative à la saloperie de Bill Gates. Ah bah les choses se recoupent. Microsoft. Ok. Donc, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment coder le truc. Et il crée GitHub, qui est un endroit coopératif où les gens peuvent lire les programmes et les débugger. Débugger, ça veut dire corriger les erreurs. C'est très long, c'est très fastidieux. Puis vous, quand vous avez écrit le programme, c'est très dur de voir vos propres erreurs. Et donc, il interconnecte 100 personnes. Et il se rend compte qu'avec ces 100 personnes, quand il y en a un qui a un problème, il y en a au moins un qui a le début d'une idée et d'une solution. C'est-à-dire que dans cette salle, s'il y en a un qui veut faire un bal populaire pour les jeunes, pour leur permettre d'aller danser les danses traditionnelles occitanes ou provençales ou de l'arrière-pays niçois ou italienne, il y en a au moins un qui a le début de comment faire. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on l'a vécu de manière pragmatique, c'est pas théorique ce que je vous dis, dans Réinfo Covid. Pensez que c'est Fouché qui a fait Réinfo Covid ? Non, pas du tout. Fouché, il a envoyé une lettre à tous ses collègues en disant « Je comprends rien à ce qui se passe, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'aide ». C'est ça que j'ai fait, c'est tout. C'est la seule chose. Accepter de demander de l'aide. Mais vous pensez que dans les gens qu'on doit pardonner, il y en a plein qui perçoivent que ça ne va pas, qui ont pas avec les mêmes mots que nous, pas de la même façon, pas en désignant les mêmes responsables, mais qui sentent bien que tout est en train de s'étioler, que là, tout leur file entre les doigts, que toutes les structures institutionnelles sont malades. Et si on revenait sur chacun des problèmes qui sont posés ? On ne cherche pas à comprendre si c'est Davos, Bill Gates, Epstein, etc., Ursula. Non, là, on prend ça et puis on demande de l'aide autour. Il y a des gens qui ont appelé ça le municipalisme libertaire. Je fais une interprétation un peu hâtive, mais Murray Bookchin a écrit un truc qui s'appelle le municipalisme libertaire, qui était l'idée qu'au fond, à partir du moment où je me réintéresse à quelque chose de local et que j'oublie les étiquettes, t'es de gauche, t'es de droite, je m'en fous en fait. Parce que si tu es un peu plus de droite, un peu plus conservateur, peut-être tu vas m'aider à ce que l'Église, elle reste là. Si tu es un peu plus de gauche et que tu es un peu rêveur, peut-être que tu vas m'aider à ce qu'il y ait des jeunes qui viennent faire de la permaculture et qui font des trucs très innovants et très étonnants. Et peut-être qu'à la fin, les deux regards sont très intéressants et sont complémentaires plutôt qu'être antagonistes. Bah là, à mon sens, une partie du pardon, c'est ça, c'est accepter que le regard même de ceux qui sont à l'intérieur du système est complémentaire du nôtre. Il n'est pas antagoniste. Si vous prenez les gens qui n'ont pas regardé le Covid et que vous posez la question pourquoi ? Mais c'était une sorte d'instinct de survie. Comme tu l'as dit, c'est trop anxiogène, moi. Moi, ma famille vole en éclats. Non, je ne veux pas voir, en fait. Et peut-être qu'ils ont raison sur certains points. Peut-être qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller parce qu'on n'est pas prêt à y aller encore. Il y a une histoire d'initiation là-dedans, c'est initiatique. Vous arrivez à la fin à la pédocriminalité sataniste, etc., quand vous avez franchi un certain nombre d'étapes, et quand vous pouvez y faire quelque chose, parce que si vous pouvez rien y faire, ça ne sert à rien. Mais là, vous pouvez déjà faire une chose là-dessus, prendre soin de vos enfants et de vos petits-enfants. Merci beaucoup. Vraiment, sincèrement, je voudrais vraiment vous remercier, Nicolas et Louis, pour votre disponibilité, pour avoir accepté l'invitation du Club du Corniquet. Voilà, pour résumer un peu ce que vous avez dit, nous, c'est vrai que à la base, on est personne, quoi. On est trois amis, comme je disais au départ, qui se réunissent autour d'un verre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Bah si, on peut faire quelque chose, je sais pas. Voilà, et ça part comme ça. Alors, on pourrait dire que là, on est quelque part, on a abouti, on est nulle part, ça peu importe, mais
en guise de mot de la fin, parce qu'on va passer à table, et on est ravis d'ailleurs de vous avoir à manger avec nous. Il n'y a pas un McDo à côté? Non, mais je sais pas. Mais où est cet homme? Faut pas hésiter. Allez-y, ça me fait tellement de bien. Normalement, les mariés, enfin Nicolas et moi, on n'est pas mariés, enfin, mais, ça pourrait venir, mais on passe aux tables, etc. Hein. Voilà. Ouais. Donc, on va pouvoir prolonger aussi la discussion avec tout le monde parce que le placement est libre. Voilà. Et puis à la fin aussi, à la fin de la soirée, vous allez aussi pouvoir éventuellement, peut-être, voilà, il y a vous avez 2-3 bouquins à disposition, peut-être faire une ou deux signatures, vous nous direz. Et voilà, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier. Je pense que la discussion n'est pas finie, mais on est vraiment ravis de faire, de permettre ça et de permettre cet échange avec tout le monde. Et vraiment, une fois de plus, au nom du Club du Corniquet, bienvenue au club. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon appétit et mettez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Miuma, merci, Merci Miuma. à ceux qui Merci à toute organisent. l'équipe, merci beaucoup. Merci à vous. À ceux du fond, hein, vous. Ouais.